continuer de vous informer, former, c'est notre devoir. Bienvenue à votre émission 30 minutes pour convaincre qui ne cesse de vous mettre au parfum de l'actualité marquant la République démocratique du Congo. Au menu de cette émission, aujourd'hui nous avons des sujets, l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Ainsi, on finira cette émission avec le tout dernier sujet sur la coopération entre la République démocratique du Congo et la Belgique, un marché gagnant-gagnant. Et pour en parler de ça, je ne suis pas seule. Je reçois pour vous le monsieur Corneille Moulumba. Il est au moins l'un des pionniers de l'UDPS, écrivain aussi, s'il faut le dire actuellement, parce qu'il vient de publier son ouvrage Plié et dynamique pour un Congo grand. Monsieur Corneille, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour madame. Merci beaucoup. Comme annoncé d'abord au sommaire de cette émission, on va commencer avec la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo qui ne cesse de défrayer la chronique même de l'actualité. Jour pour jour, on ne cesse d'enregistrer aussi le nombre des cas. Quel est votre regard vu tout ce qui se passe à l'est de la RDC? En toute sincérité, je pense que nous prenons avec beaucoup de légèreté ce qui est en train de se passer à l'est de notre pays. D'abord au niveau des autorités, parce que est-ce par ignorance ou bien par intimidation, mais ils n'osent pas pointer du doigt ceux qui nous font la guerre. Parce que pour moi, le Rwanda c'est un pays minuscule en tout. Bien qu'il soit minuscule, il essaie quand même de faire face. C'est ça que j'ai dit. C'est un pays minuscule qui n'a rien, qui ne peut pas se permettre de faire la guerre contre la RDC. Il ne peut pas. Alors si le Rwanda le fait, c'est parce que derrière lui, il y a des pays plus puissants qui l'arment et qui donnent tous les moyens, qui l'encadrent, qui font tout ça. Alors si nous voulons que ça cesse, nous devons pointer du doigt ceux qui nous font la guerre réellement. Ceux qui sont les puissances occidentales, ce sont les États-Unis, c'est la France, c'est tous ces pays-là. Alors, eux, ils sont derrière le Rwanda, à cause des multinationales bien sûr. Et nous continuons à nous époumoner en parlant du M23, mais tant que nous parlerons du M23, ça veut dire que c'est un dossier, un problème interne, un conflit entre communautés congolaises, ce qui est faux. Ce que nous vivons, c'est ce qu'on appelle la guerre hybride, la guerre de basse intensité. Nous nous épuisons en utilisant tous les moyens que nous avons, que nous devions consacrer à notre développement. Ces moyens, nous les gaspillons, pendant que le Rwanda ne dépense rien. Il reçoit des moyens pour nous faire la guerre. N'oubliez pas que le budget du Rwanda est financé pratiquement à près de 50% par des pays étrangers. Donc, je veux dire que, commençons par pointer du doigt ceux qui font la guerre, c'est-à-dire les États-Unis, l'Europe, les Occidentaux en général, leurs multinationales. Vous accusez, au-delà du rideau, vous accusez aujourd'hui les États-Unis et non le Rwanda qui est quand même connu, que ce sont eux qui sont au moins l'ennemi de la République démocratique. Le Rwanda est instrumentalisé, madame. Le Rwanda est simplement instrumentalisé. Le Rwanda n'a pas le moyen de nous faire la guerre. Donc, tant que nous ne dirons pas ouvertement, publiquement, que ce sont les États-Unis, c'est depuis le 96, c'est depuis Clinton, n'est-ce pas? Depuis Clinton, ce n'est pas d'aujourd'hui. Tout ce que nous avons vécu pendant ces 24-25 dernières années, ce sont les États-Unis et les puissances américaines avec leurs multinationales qui pour contrôler la partie Est, parce que pour eux, il faut qu'ils contrôlent ça et que la Chine, avec ces moyens qu'elle a aujourd'hui, ne vienne pas, qu'elle ne mette pas les pieds là-bas. Donc, nous payons le luxe des Américains. Nous avons le devoir, si nos dirigeants étaient courageux, nous avons le devoir de pointer du doigt. On ne doit pas être là en train de marcher, bras dessus, bras dessous, avec les ambassadeurs américains, Mac Hammer qui vient de partir et d'autres, pendant que ce sont eux qui sont en train de nous poignarder. Commençons par dire ça. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que les Congolais ne sont pas, on dirait qu'ils ne sont pas conscients de ça. En commençant par la chaîne de télévision. Et j'aime de voir un peu combien de fois par semaine
nos chaînes de télévision, par exemple, parce que c'est que tout le monde suit nos radios, consacrent à la situation de l'Est de notre pays. C'est que nos compatriotes vivent là-bas. Ça, c'est une chose. Et puis, vous observez que on parle de manifestations. Vous n'avez à aucun moment senti une manifestation digne de ce nom, une manifestation qui peut traduire la colère des Congolais. Nous sommes près de 12 ou 13, je ne sais pas combien nous sommes à Kinshasa aujourd'hui. Si 10% de la population quinoise descend dans la rue, ce serait le début de la fin pour toutes ces bêtises-là. Parce qu'il dit 10%, dit au moins 1 200 000, 1 300 000. Bon, de votre côté, apparemment, vous ne sentez rien comme étant implication ou participation, que ce soit des autorités, que ce soit de la population congolaise, vu tout ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo. Mais non, vous ne sentez pas. Circulez, vous allez voir que on dirait que ça se passe très loin là, l'autre côté du monde. Donc, je veux dire qu'on doit sentir l'implication des Congolais. Commençons par, puisque nous sommes aujourd'hui le 15, commençons par décider par exemple que le 20 ou le 25, hein, par exemple, on fait une grande manifestation. Une grande manifestation où vous voyez tous les partis politiques, tous les syndicats, toutes les écoles, que ce soit secondaires ou les écoles supérieures, les églises, j'ai dit tout à l'heure, tout ce monde, tous les partis politiques, tout le monde, tous les mouvements, on descend dans la rue, vous voyez toutes les grandes personnalités artistiques et autres qui sont en train de marcher pour la cause de l'Est. Alors, le monde va comprendre que les Congolais sont réellement fâchés. Et ce sera été une première. Et à ce moment-là, les choses peuvent évoluer. Et nous devrions exiger que ceux qui soutiennent Kagame là-bas, que Kagame quitte, nous ne voulons pas l'Afrique centrale, que Kagame traîne ici parce qu'il cause beaucoup de morts. Hein? Nous sommes le pays le plus puissant en réalité en Afrique centrale. Donc nous devrions imposer nos volontés. Mais on est tellement faibles par nos dirigeants qui sont dépendants, qui font chaque fois la génuflexion devant les puissances occidentales qu'ils ne peuvent pas leur dire non, on ne peut pas leur tenir tête. Lorsque vous dites que nous sommes faibles, notre faiblesse se pointe sur quel angle? Mais parce que d'abord, nous ne faisons rien pour mobiliser nos populations. Un dirigeant, sa force, c'est quoi? C'est le soutien qu'il a de son peuple, n'est-ce pas? C'est là qu'il se sent fort. Quand il est capable quand il donne un mot d'ordre, et il est suivi aux 4 coins du pays. Or, ici, on est plus préoccupé de chercher le soutien à l'étranger, des pays étrangers, que de mobiliser les Congolais, que de mobiliser les partis politiques congolais, que de mobiliser les populations par les... C'est ici. Observe les partis politiques, comment ils fonctionnent. Nous n'avons même pas de partis politiques. Nous avons des mouvements de soutien à des MOPA, ou comme on dit ici. Oui, mais parce que vous verrez qu'aucun parti politique ne tient de congrès, il n'y a pas de séminaire, il n'y a pas de formation des membres, des cadres, il n'y a rien. Donc les partis politiques, c'est pour négocier des postes ou à un moment donné, mais les partis politiques, vous ne sentez rien, vous ne sentez pas qu'il y a un parti politique. Selon vous êtes quand même expert et surtout pionnier de l'IDPS. Vous dites que nous n'avons pas de partis politiques en République démocratique. Mais nous n'avons pas de parti politique. Du Congo. Je vais y revenir, parce que dans votre ouvrage, vous avez parlé sur la réforme de l'armée congolaise. Et la seule question que je me pose, c'est l'État est-il propice pour qu'on réforme l'armée congolaise actuellement? Mais plutôt on aura réformé cette armée, plutôt on aura pris la décision effective d'en faire une véritable armée de développement. Et alors, c'est seulement alors seulement on commencera à la RDC est destinée à avoir une armée puissante parce qu'on doit être craint, on doit être respecté. Nous sommes la puissance militaire, puissance politique, puissance économique de la région. Donc, il faut qu'on se donne les moyens de cette puissance-là. Et ça commence par notre armée. Et l'armée traduit effectivement, doit impressionner, doit dissuader quiconque d'oser provoquer la RDC. Et lorsque vous parlez d'une armée de développement, vous faites allusion à quoi exactement? Moi, je n'entends pas armée de développement. Une armée classique, on sait quel est son rôle, c'est protéger le territoire, c'est les frontières nationales et c'est faire la guerre, n'est-ce pas? Mais une armée de développement, c'est une armée qui, outre le fait qu'elle sécurise le territoire, contribue au développement du pays. Je m'explique. Dans l'armée, vous avez ce qu'on appelle le génie militaire. Ok. Donc nous pouvons, avec le génie militaire,
Son rôle, c'est quoi? Construire les routes, les ponts, les chemins de fer, les bâtiments, tout ce que vous voulez. C'est possible à l'armée. L'armée peut avoir ses écoles. On peut entrer à l'école de l'armée depuis l'école primaire jusqu'aux universités. Donc, à partir de ce moment-là, tous les enfants qui traînent à gauche, à droite, ou qui sont abandonnés, ou des gens dont les parents n'ont pas le moyen de payer l'école, peuvent aller à l'école de l'armée, qui a cette caractéristique que, non seulement on apprend comme partout ailleurs, mais il y a en plus, on apprend de la discipline, on apprend l'ordre et on apprend le patriotisme. Un enfant, quelqu'un qui sort de l'école de l'armée, il a tout ça en lui. Alors, depuis l'école primaire, l'école secondaire, l'université, l'armée doit avoir ses universités. L'armée peut avoir son secteur médical, c'est-à-dire que vous avez les dispensaires, vous avez les hôpitaux spécialisés, on peut voir tout ça. Donc, l'armée peut jouer outre la défense, la protection du territoire, mais aussi l'utilité directe à la population. Et en plus, excusez-moi, je voulais préciser qu'en termes de forces combattantes, on peut avoir aussi, et donc on doit pouvoir avoir, la RDC doit avoir une armée qui a en son sein la formation de commandos, avoir au moins 50 000 commandos bien formés, avoir au moins 50 000 parachutistes bien formés. Je vous rappelle qu'un pays comme la Corée du Nord, 25 millions d'habitants seulement, ils ont 1 250 000 soldats, plus de 5 millions de réservistes. Et croyez-moi, madame, peu de pays, même les États-Unis, hésiteront avant d'attaquer la Corée du Nord. Par rapport à ce que vous venez juste d'évoquer, est-ce que notre armée répond-elle au moins aux attentes, aux critères que vous venez d'énumérer tout à l'heure? Il est évident que non, absolument pas. On ne peut pas avoir un pays qui a 2 345 000 km², n'est-ce pas? Et avoir une armée de 140 000 soldats. On va le protéger comment? Donc, on doit s'investir absolument et de toute urgence dans le recrutement des jeunes. Nous avons beaucoup de jeunes qui parce que plus votre armée est puissante, plus personne n'ose vous attaquer, plus vous sécurisez même les militaires eux-mêmes, parce que vous intimidez. Que celui qui intimide, on ne l'agresse pas, on ne l'attaque pas. Donc, ça commence par là. Et un pays comme la RDC, avec tout ce que nous avons comme ressources naturelles dans le pays, que nous devons protéger coûte que coûte, nous sommes enviés par beaucoup de pays dans le monde, et nous avons 9 voisins, on doit se sécuriser avec une armée très puissante. Et nous devons utiliser nos minerais pour troquer les armes, n'est-ce pas? Nos minerais ne peuvent nous permettre de négocier avec les pays qui fabriquent les armes pour les avoir, les pays qui sont forts en technologie. Nous pouvons faire ça. Nous marchons sur nos minerais tous les jours. Mais nous ne mangeons pas nos minerais. Ça sert à quoi? Sinon que nous pouvons les échanger contre ce dont nous avons besoin. Troquer. Merci beaucoup, M. Corneille. Vu tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, où nous demeurons moins dans l'insécurité il y a plus de 25 ans, s'il faut le dire, croyez-vous que la République démocratique du Congo a-t-elle une armée à la hauteur de ses ambitions politiques, économiques et diplomatiques pour faire face à tout ce qui se passe à l'est de la RDC? Non, ce qui se passe à la RDC, dans l'état actuel de la situation, comme je l'ai dit, il faut pointer du doigt ceux qui nous font la guerre. Qui nous fait la guerre? J'ai dit, qu'est-ce qui nous fait la guerre? N'est-ce pas? Si c'est les pays occidentaux qui nous font la guerre, alors nous devons utiliser l'intelligence. Parce que si eux, ils approvisionnent le Rwanda, et que nous y allons avec notre budget, ça veut dire que nous épuisons, et nous allons, à terme, nous serons perdants parce que nous épuisons, parce que nous utilisons nos armes, pendant qu'eux alimentent le Rwanda. La stratégie consisterait, par un point de vue, de voir comment on peut faire changer le point de vue de position à ces puissances qui soutiennent le Rwanda, en leur disant, vous devez choisir entre le Rwanda ou bien nous. Si nous considérons comme nos amis et que vous nous poignardez constamment dans le dos, aujourd'hui le monde est ouvert, nous pouvons aussi négocier avec le groupe Wagner ou d'autres forces dans le monde pour que nous puissions nous défendre. Notre vie n'est pas moins chère que la vôtre. Vous n'êtes pas plus humain que nous, n'est-ce pas? Nous avons le droit de vivre comme vous. Nous avons le droit d'être bien chez nous, comme vous êtes bien chez vous. Alors, si vous ne voulez pas être avec nous, alors nous avons le devoir de chercher partout dans le monde d'autres forces. Les pays certains pays d'Afrique de l'Ouest, comme le Mali, qui fait appel au Wagner, groupe Wagner ou d'autres, les Chinois ou les Russes, ou je ne sais pas qui, c'est un problème de partenariat, c'est un problème d'intérêt. Où est votre intérêt? Où est notre intérêt?
Vous avez votre intérêt, nous avons le nôtre. Nous sommes d'accord, ok, chacun trouve son compte. Si ce n'est pas le cas, ça ne va pas. Alors, à quoi sert-il de dire que nous sommes des amis? À quoi sert-il que vous êtes d'être chez nous et que nous marchons bras dessus, bras dessous, pendant que constamment vous nous poignardez et que vous financez ceux qui nous font la guerre, qui nous affaiblissent et qui tuent des millions de Congolais? Aujourd'hui, vous parlez d'enquête internationale parce qu'il y a eu quelques morts en Ukraine. Ça fait près de 10 millions de morts que nous avons connus en RDC. Il n'y a aucune enquête. La communauté internationale ne dit mot par rapport à tout ce qui se passe. C'est ça, c'est quoi la communauté internationale? Vous verrez que quand vous parlez de tel pays, la communauté internationale, on cite certains pays, quand on parle de la RDC, on va parler des États-Unis, on va parler de la Belgique, de la France, de l'Union européenne. Alors, elle n'existe pas la communauté internationale. Nous devons être conscients de ce que ça existe. C'est pour ça que coûte que coûte, nous sommes un pays fort, nous avons tous les moyens pour être un pays très fort. Utilisons tous ces moyens, mobilisons-nous, mobilisons nos ressources naturelles pour nous renforcer. C'est ça qui compte. C'est chacun pour soi. Entre les pays, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Donc, merci beaucoup. Alors, pour citer d'abord avec les tout premiers sujets plutôt, que préconisez-vous comme état mécanisme efficace pour que la République démocratique du Congo puisse avoir une armée digne de son nom? Commençons par recruter, n'est-ce pas? Fixons comme objectif que par mois, on doit recruter au moins autant de jeunes, n'est-ce pas? Nous avons une grande jeunesse, autant de jeunes. Les jeunes, quand on les recrute, c'est en même temps on les recrute, on les forme, on les entraîne et tout ça. Commençons par là. Commençons par ouvrir notre centre de relancer, réactiver notre centre de Kotakoli où on forme des commandos. La RDC ne peut pas être là sans avion de chasse, sans avoir des hélicoptères, sans rien. Donc, utilisons nos minéraux pour nous équiper, nous acheter la technologie, pour nous acheter les avions de combat, les avions de chasse et tout ce que vous voulez pour sécuriser notre territoire. Donc, une armée forte, mobilisons, comment dirais-je, enrôlons des jeunes dans l'armée, formons-les, équipons-nous avec nos armes, utilisons nos minéraux pour nous équiper, et puis voilà. Merci, on aurait une forte armée. Merci beaucoup à vous qui venez juste de nous croiser en cours de route. Je vous annonce que nous sommes ici avec M. Corneille Moulumba. Il est au moins l'un des pionniers de l'IDPS. C'est avec lui qu'on est en train d'échanger par rapport à la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. On va boucler cette page sur la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. On entame au moins notre deuxième sujet sur la coopération gagnant-gagnant entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Là, je reviens à vous, les rois. Séjourner au moins en République démocratique du Congo pendant ce jour. Quel est d'abord votre avis par rapport à ces jours en RDC? Je trouve qu'on a fait beaucoup de selfies, c'est une bonne chose, mais politiquement, je ne vois pas ce que on a tiré. Si on convient qu'entre les États, il n'y a que des intérêts, il n'y a que des intérêts qui comptent, ça veut dire qu'une visite comme celle-là, elle est précédée par un travail d'une commission mixte. La commission côté belge, la commission côté congolais, chacun de son côté prépare un cahier de charges. Okay. Cette commission se rencontre, travaille et on trouve les points d'accord entre nos deux pays. Les points de divergence, il y en a. Si on prend par exemple, on se dit, voilà, écoutez, la RDC, nous avons, comme dirais-je, au passif de notre collaboration avec la Belgique, il y a, si on monte plus loin, il y a ces histoires de Léopoldie avec les mains coupées. Plus proche à l'indépendance, vous avez les entreprises, le dossier du portefeuille congolais que les Belges nous ont pris, hein, toutes les entreprises importantes congolaises, juste la veille de l'indépendance, on les a transférés en Belgique et il y a eu la mort de Lumumba. C'est-à-dire qu'un pays qui vient de naître, vous lui privez de tous ces bijoux, vous tuez son premier ministre, il reste quoi? Et nous payons jusqu'à aujourd'hui les dégâts de ça. Plus récemment, la Belgique, au travers de M. Louis Michel et d'autres, ont joué un rôle très négatif dans les opérations de brassage et de mixage qui ont fait entrer dans nos institutions les Rwandais, les Ougandais, et nous les payons jusqu'à aujourd'hui. C'est le négatif. Le présent est là, et l'avenir est aussi devant nous. Et c'est qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Nous savons que la Belgique a beaucoup de chômeurs. Excusez-moi.
Nous savons aussi que il y a un potentiel. Si la Belgique n'a pas les moyens de la Chine pour faire des grands travaux d'infrastructure, mais il y a les petites et moyennes entreprises. Nous pourrions, à ce niveau des petites et moyennes entreprises, trouver des points d'accord pour que les entreprises belges s'installent chez nous et que certains de leurs chômeurs viennent travailler en collaboration avec d'autres Congolais. Et les Belges s'y retrouveraient, nous nous retrouverons aussi parce qu'ils vont payer des impôts. Sur le plan politique, vous n'êtes pas quand même d'accord, parce que vous avez dit qu'il n'y a eu que des photos selfie avec le roi. Alors sur le plan diplomatique. Oui, mais moi je dis c'est un problème d'engagement. Si on peut, pour évaluer, n'est-ce pas, il faut qu'il y ait des engagements. Okay. C'est-à-dire que nous avons convenu qu'on va faire ça, et alors on peut évaluer, dire que par rapport à ce que nous étions engagés, on a réalisé 20%, 30%, 10%. Mais s'il n'y a pas ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a fait du tourisme. C'est bien, c'est pas mauvais que le roi vienne. Mais un parti comme l'UDPS, madame, le roi arrive, l'UDPS lance un appel mobilisation générale pour qu'on aille accueillir le roi. C'est très bien. On va l'accueillir, on va danser. Mais l'UDPS aurait pu dresser un cahier de charges pour le Congo, pour notre pays. Voilà ce que nous attendons. Voilà nos exigences. Voilà nos attentes. Cahier de charges à remettre au roi des Belges. N'est-ce pas? Puisque le roi est venu, mais derrière lui, il y avait le premier ministre belge. Et en Belgique, le roi ne règne mais ne gouverne pas. C'est le premier ministre qui est le chef de gouvernement. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir au moins ça. Mais pour ça, il faut que les partis soient organisés, soient forts, n'est-ce pas? Que ce ne soit pas des mouvements de soutien, des mouvements. À partir de ce moment-là, un parti qui tient ses congrès, qui tient ses conclaves, qui tient ses séminaires, il a des cadres formés. Il a même de comprendre l'importance d'une visite. Pour nous, cette visite, c'était une opportunité que nous avons ratée. Pourquoi rater? Parce que la visite, à cette occasion, vous avez les caméras du monde entier qui sont braquées sur la RDC. C'est le moment pour vous de parler, de dire ce que vous avez à dire, parce que le monde entier vous écoute, le monde entier vous regarde, et il n'y a rien eu. Je n'ai écouté aucun discours fort qui peut rester dans le mémoire. On n'a rien entendu. Et quand, de toute façon, je ne sais pas, je vais essayer un peu de sélectionner quelques mots du roi. Lorsqu'il considère la République démocratique du Congo comme étant une seconde Belgique, vous ne partagez pas cet avis au moins? Non, mais pas une seconde Belgique. Nous devions être un pays partenaire. Ça veut dire quoi? Concrètement, c'est de voir, par exemple, que vous, madame, vous décidez de partir en Belgique. Puisque vous êtes congolaise, vous vous levez là, vous allez à l'aéroport, si on place dans l'avion, vous rentrez dans l'avion, vous partez en Belgique. Vous êtes chez vous. Ne fût-ce que pour 3 mois, sans visa. C'est des petits gestes qui montrent que oui, effectivement, on est... Mais ce n'est pas le cas. Vous devez aller passer des nuits entières devant l'ambassade de Belgique ou être arrivé là-bas à 3 h du matin pour espérer avoir un visa et dans quelles conditions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc concrètement, on fait quoi? Les Congolais entrent en Belgique sans visa ou pas? Concrètement, est-ce que le gouvernement belge soutient les entreprises belges qui peuvent venir, les assure pour venir chez nous pour s'installer ou pas? Combien, qu'on soit concret, pas de blabla, oui, les no-co, c'est très beau, c'est bien tout ça, mais concrètement, pratiquement, qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce qu'ils ont, ainsi de suite. Les échanges à caractère économique et politique entre la République démocratique du Congo et les Belgiques ont produit quoi, vu les 6 jours du roi en RDC? J'ai entendu le roi déclarer qu'il va dans le Kivu, qu'il va rencontrer le mouvement des femmes. J'aurais préféré entendre le roi dire, je vais dans le Kivu, je vais visiter les entreprises belges qui sont installées là-bas. Or, il n'y en a pas. Alors, c'est quoi? Donc, vous comprenez? Donc, c'est quoi ce partenariat? On est partenaire en quoi? On a vu des dirigeants belges venir ici s'ingérer dans tout ce que nous devons faire. On doit former on doit faire les élections, ils s'y mêlent, on doit former le gouvernement, ils s'y mêlent, on doit faire tout ce que nous faisons, ils s'y mêlent, ils nous orientent, ils cherchent à nous imposer leur volonté. Mais concrètement, en Belgique, je ne sais pas si ça existe toujours, mais il y avait ce qu'on appelait à l'époque le Dicroire, je ne sais pas si ça existe encore. Le Dicroire, c'était quoi? C'était une assurance qui couvrait les entreprises qui allaient s'installer à l'étranger, en l'occurrence en RDC. J'aurais souhaité, moi, que la Belgique, qu'on sente en Belgique, qu'il y ait une grande campagne
du croire pour soutenir les entreprises belges qui viennent s'installer ici. On a tout à faire ici. Les entreprises belges peuvent venir. Avec les facilités qu'ils ont pour le crédit là-bas, on peut produire à manger ici, à vendre dans le monde entier. Avec la crise de l'Ukraine, il y a une crise de blé et même de céréales en général. Mais nous avons des immensités d'espace à cultiver, n'est-ce pas? Quand le roi montait dans l'avion à Kinshasa pour la Lubumbashi, il n'a survolé que de la verdure, n'est-ce pas, et des forêts. Alors, concrètement, pratiquement, moi j'invite le gouvernement belge, le gouvernement congolais à chercher le moyen de faire en sorte que la RDC puisse produire, être un grand producteur de céréales à vendre dans le monde entier. Au moins c'est pratique. Mais des discours de blabla, écoutez, non. Je vais trier quelques questions ici qu'on vous a quand même posées. L'arrivée du roi en République démocratique du Congo, c'est juste pour nous donner une indépendance économique? Non, il n'y a pas d'indépendance économique. Nous sommes un pays censé être indépendant. Nous avons à décider. Et pour décider, nous devons être forts. Et nous ne faisons rien pour nous renforcer. Je constate que, encore une fois, dans un pays, ce sont les mouvements sociaux, ce sont les partis politiques qui pèsent, qui orientent la vie politique nationale. Chez nous, on casse les partis. Alors, il vous reste quoi? Il reste quoi? Vous avez des chefs d'État, vous avez des ministres qui sont des électrons libres, qu'on peut menacer à tout moment, ainsi de suite, et qui vont considérer des choses incroyables. Vous avez parlé de la situation à l'Est tout à l'heure, mais est-ce que la RDC peut entrer dans la communauté des pays de l'Afrique de l'Est, là, où vous avez le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, vous avez le Kenya, tout ça. Des pays qui nous font la guerre, et vous allez entrer là-dedans, alors que vous étiez dans la SADC, où, effectivement, les pays de la SADC nous ont soutenus quand il y avait la guerre ici. Sans la SADC, la RDC aurait éclaté déjà. Les Rwandais, les Ougandais, tout ça, voulaient, avec les Occidentaux, nous arracher la partie est du pays. C'est grâce aux pays de la SADC que nous avons résisté et que le pays est encore entier. Et nous venons aujourd'hui, au lieu de nous appuyer sur la SADC, nous allons nous appuyer sur les pays de la communauté de l'Afrique de l'Est. Ça veut dire que ce sont des pays américains et autres. Donc ça veut dire que le partenariat, les choses sont possibles avec les autres pays à condition que nous renforcions en interne. D'accord. Alors la toute dernière question nous signale déjà que nous sommes arrivés au moins à la fin de notre émission. Voilà. Je prends que la toute dernière question. À quand faut-il parler de l'indépendance économique de la République démocratique du Congo? L'indépendance économique du pays, l'indépendance, c'est comme la liberté. C'est une question d'abord de prise de conscience, n'est-ce pas? La prise de conscience est l'œuvre d'un mouvement social et l'œuvre des partis politiques. Et c'est une question d'éducation. Et l'éducation commence déjà dans nos foyers, dans les écoles et tout. Quand vous éduquez les personnes à se prendre en charge, alors vous ne dépendez pas des autres. Aujourd'hui, si on décide de se payer à l'extérieur, on décide que les Thompson n'entrent pas au Congo, le riz n'entre pas au Congo, ce qui n'entre pas au Congo, ça va être une catastrophe. Commençons par consommer ce que nous produisons nous-mêmes, n'est-ce pas? Produisons pour consommer, pour ne pas dépendre de l'extérieur pour ce que nous devons manger. L'indépendance commence là. Ne mangeons que des produits qui viennent de chez nous. Nous produisons nous-mêmes, nous mangeons nous-mêmes. Voilà. Nous mangeons tous le pain. En RDC, à ce stade, on ne produit pas un seul grain de blé. Alors, le pain que nous mangeons là, nous dépendons des autres. Or, nous pouvons produire le blé. Et à la limite, nous pouvons remplacer le pain par des bananes plantains ou par des patates douces. On peut faire de très bons petits déjeuners aussi. Donc, dégageons-nous de commettre dans notre bouche des choses qui viennent des pays étrangers. Voilà. Et après du roi Philippe dans la coopération entre la République démocratique du Congo et la Belgique, que recommandez-vous juste à la Belgique et à la RDC? Parce que nous sommes arrivés au moins à la fin de cette émission. Non, la seule que je me propose, c'est que dans le temps, à l'époque de Mobutu, il y avait la commission mixte belgo-zaïroise. Recommençons ça, c'est une bonne chose. Mettons en place une commission côté congolais, composée, pas de complaisance, une commission composée de vrais techniciens, des gens qui connaissent, des gens qui connaissent par l'histoire, les juristes, les historiens, des économistes, tout ce monde-là. Et de l'autre côté, la même chose, pour que nous puissions parler ensemble, mais
en ayant connaissance de ce qui est possible. Les commissions doivent travailler. Ces commissions-là peuvent nous aider alors à avoir constitué de bonnes relations où on se comprend les uns les autres, où nous assumons. Nous assumons notre passé, qui implique aussi certaines réparations et tout ce que vous voulez, mais que au moins nous sommes des responsables, des personnes matures, et nous avons des intérêts, nous avons nos intérêts, et on doit pouvoir se retrouver les uns les autres. C'est ça que moi je peux recommander. Il faut donc une commission mixte belgo-congolaise bien constituée avec rigueur et sérieux. Nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité d'analyser l'actualité avec M. Corneille Moulumba. C'est avec lui qu'on a échangé par rapport à ces deux thématiques de la soirée sur l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Et nous avons bouclé cette émission avec la coopération entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Suivez la rediffusion de cette émission les dimanches à 19h. Nous vous assurons qu'on se retrouve la semaine prochaine. Au réel plaisir d'avoir un nouveau numéro. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.